Bonjour, je vous ai fait un résumé de ce livre Making Millions for Dummies. Je vous rassure, hein, le résumé est en français. J'ai pas trouvé l'équivalent en fait dans la collection française, donc Faire des millions pour les nuls. Ce sera l'édition de 2009. Mon résumé fait une quinzaine de pages. Je vais vous mettre le lien pour y accéder sur mon Patreon. Alors en 2008, le marché immobilier et boursier traversait une crise. Le crédit se raréfiait et les prix du carburant et de l'alimentation pesaient lourdement sur les budgets. La récession ou le ralentissement économique génère inquiétude, mais le livre insiste sur une vérité essentielle. Attendre des conditions parfaites pour agir financièrement risque de faire échouer vos projets. Au contraire, c'est le moment idéal pour prendre en main sa santé financière, en contrôlant ses dépenses, en étant créatif avec son budget et en élaborant une stratégie pour se protéger des turbulences de la mondialisation. L'objectif principal, c'est de montrer que chacun peut maîtriser ses finances, même dans un contexte difficile, ce qui est le cas actuellement en 2025 aussi, en ajustant ses comportements face aux changements économiques ou personnels. Le livre s'adresse aussi bien aux personnes aisées qu'à celles en difficulté, proposant des conseils simples, pragmatiques et accessibles pour commencer à bâtir ou renforcer leur sécurité financière. Il insiste sur l'importance de ne pas dépendre uniquement de facteurs externes, mais d'être acteur de son avenir financier. La structure du livre est divisée en 5 parties, allant des bases de la gestion financière aux stratégies d'accumulation de richesses, en passant par les différentes voies pour devenir millionnaire, la gestion de cette richesse en passant par les différentes voies pour devenir millionnaire, ce que je viens de dire, la gestion de cette richesse, et enfin de cette astuce pour optimiser ses finances. L'approche est pratique, progressive, adaptée à tous, pour que chacun puisse commencer à faire des millions, peu importe le contexte économique. Dans cette première partie, il est essentiel de prendre le contrôle de ses finances, en évitant de laisser la gestion de l'argent au hasard. Il faut comprendre sa relation émotionnelle avec l'argent, définir des objectifs clairs, établir un budget réaliste et apprendre à communiquer avec son partenaire sur ces sujets. La clé pour réussir, c'est de changer sa mentalité. Les riches savent gérer leur argent en dépensant intelligemment, en gardant une discipline stricte et en évitant les mythes traditionnels qui freinent la croissance financière, comme la croyance que la richesse dépend de la chance ou de la moralité. La richesse demande effort, réflexion et action concrète, pas de rêverie passive. Il faut aussi reconnaître que tout le monde a une perception propre de l'argent. Certains le voient comme une source de pouvoir ou de sécurité, d'autres comme une simple mesure de succès. La mentalité joue un rôle crucial. Les riches pensent en termes de possibilités et d'opportunités, plutôt qu'en limitation ou en victimisation. Ils savent que la richesse est un processus constant, soumis à l'inflation et aux fluctuations économiques, et qu'il faut toujours faire preuve de vigilance. Enfin, ils connaissent des principes fondamentaux. Prendre en main leur avenir financier, s'éduquer continuellement, faire travailler leur argent, accepter que l'échec est temporaire, et maîtriser les risques pour faire fructifier leur patrimoine. Il est crucial de parler d'argent, parce que le tabou maintient la confusion et empêche d'apprendre comment gérer ses finances efficacement. La pensée positive influence l'action. Un état d'esprit optimiste ouvre aux opportunités. Même de petites actions concrètes, comme le dit le proverbe chinois, peuvent mener à de grandes réussites. Le livre aborde aussi la personnalité financière, un aspect peu souvent exploré. Selon l'expert Cliff Isaacson, il existe 5 types. Le planificateur, qui aime l'ordre et la gestion structurée, le dépensier, impulsif et influencé par l'opinion des autres, le besoin, qui ne dépend qu'en cas de nécessité, souvent pour ses proches, donc le needy, le lord ou lady bountiful, généreux et risquant beaucoup, mais souvent peu soucieux de l'avenir, et le hoarder, qui accumule par peur de perdre ou de manquer, et qui vit souvent dans la méfiance. Changer sa relation à l'argent passe par la reconnaissance de sa personnalité et l'apprentissage de nouvelles habitudes. Il est également important de transformer ses pensées négatives en questions positives pour mieux agir. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », demander « comment puis-je me le permettre ?» Ouvrir des perspectives. Enfin, établir un plan financier, même simple, en visualisant son avenir, gérer ses dettes et commencer à épargner, constitue la base pour atteindre ses objectifs. La clé est d'agir, même modestement, chaque jour, car chaque petit pas compte dans le chemin vers la richesse. Se connaître soi-même est essentiel pour gérer ses finances selon sa personnalité.
Le hoarder, par exemple, accumule et cache son argent par peur qu'on lui en prenne, mais doit apprendre à se sentir à l'aise avec la dépense. Il doit commencer par de petites dépenses qui lui procurent du plaisir, afin de réapprendre que l'argent peut améliorer sa vie. Connaître ses limites morales est aussi vital. Savoir ce qu'on refuse de faire pour gagner de l'argent permet d'éviter la rancune et d'aligner ses investissements avec ses valeurs. La vie financière implique aussi des compromis. Par exemple, choisir entre liquidité et actifs ou entre temps et argent. La majorité valorise le temps plus que l'argent, mais ses priorités évoluent avec le mode de vie. Minorer son risque passe par l'éducation, la compréhension des investissements et une vision à long terme, comme le recommande Warren Buffett. Le changement de comportement se construit sur le temps. 3 semaines pour adopter une nouvelle habitude, avec des rechutes possibles. La clé est de fixer des objectifs clairs, immédiats ou lointains, en s'assurant qu'ils reflètent ce que l'on souhaite profondément, pas ce que la société ou les autres imposent. Visualiser son avenir à 5 ou 10 ans permet de définir une trajectoire, qu'il faut ajuster selon ses valeurs et ses priorités. La richesse ne se résume pas à l'accumulation, mais à la liberté de faire des choix pour réaliser ses aspirations. Les objectifs financiers sont fluides et peuvent évoluer avec le temps, en fonction des désirs et des circonstances. Même si les grands objectifs semblent lointains, il existe toujours des actions immédiates qui constituent la première étape pour les atteindre. Par exemple, pour acheter une maison, l'objectif immédiat est d'économiser pour l'apport, puis de constituer un compte dédié. Écrire ces objectifs permet de mieux se concentrer et de mobiliser son énergie. Il faut distinguer les souhaits des véritables objectifs SMART, S-M-A-R-T, spécifiques, mesurables, actionnables, réalistes et temporellement définis. La mise par écrit facilite la visualisation et la motivation. Il est essentiel d'établir des délais pour chaque étape, tout en restant flexible face aux imprévus. La persévérance reste la clé. En avançant étape par étape, on construit lentement mais sûrement sa sécurité financière. La réflexion sur ses priorités doit aussi intégrer des valeurs personnelles. Choisir des investissements ou des actions conformes à ses principes évite frustration et regrets. Enfin, la flexibilité et la capacité à s'adapter sont indispensables pour transformer ses rêves en réalité. La réussite repose sur la constance dans la mise en œuvre, la clarté des objectifs et la capacité à ajuster ses plans face aux aléas de la vie. Il est crucial de partager avec son partenaire tous les détails financiers. Plafond et solde des cartes de crédit, mensualité des prêts, dettes diverses, couverture d'assurance, etc. Ces informations doivent être conservées en lieu sûr pour faciliter la référence. La connaissance mutuelle de la situation financière est essentielle, car la santé financière de chacun est liée à celle de l'autre, même si les comptes sont séparés. En cas de mariage, la responsabilité fiscale et successorale est partagée, notamment en cas de jointure de compte ou de décès. Si vous vivez en concubinage, il est conseillé d'établir un accord notarié pour clarifier la propriété des biens et obligations. Partager ces données permet de mieux profiter des avantages. Alors partager ces données avec son conjoint, pas sur Internet. Comme choisir la meilleure couverture d'assurance ou maximiser les plans de retraite. Il est aussi important de comprendre et de respecter les différences de vision et d'attitude face à l'argent. Certains privilégient la prudence, d'autres la dépense ou l'investissement risqué. La confiance est la clé pour faire des compromis, comme le fait de répartir les investissements ou de définir des limites de dépenses. En cas de difficulté, un conseil professionnel peut aider à surmonter les blocages émotionnels et sous-jacents qui sont liés à l'argent. Enfin, il faut maintenir une attitude positive, bannir les expressions du type « je ne peux pas » pour favoriser une approche constructive, accepter les imprévus comme temporaires et continuer à communiquer ouvertement pour renforcer la confiance et l'esprit d'équipe dans la gestion financière commune. Pour bâtir la richesse, il faut vivre en dessous de ses moyens, même en étant salarié. La crise des subprimes a montré que beaucoup achètent plus qu'ils ne peuvent, souvent grâce au crédit. Et aujourd'hui, en 2025, on voit aussi beaucoup de leasing. Des gens qui payent des voitures en leasing à 500, 600, 700 euros, qui fait parfois peut-être la moitié de leur salaire. La société de consommation pousse à dépenser pour des biens autrefois considérés comme des luxes, souvent payés avec des cartes de crédit, ce qui facilite le dépassement de budget. Les riches, notamment les millionnaires self-made, qui se sont faits eux-mêmes, vivent généralement modestement. Voiture d'occasion, logement simple, dépenses contrôlées. Pourquoi aussi? Parce que ceux qui sont riches depuis longtemps, les anciens riches,
Ils vont pas se la raconter avec la dernière Ferrari à la mode. Ils ont intérêt à rester discrets. Donc c'est aussi une autre raison, hein. Pour éviter de dépenser plus que ce que l'on gagne, il faut analyser ses habitudes de consommation, éviter les achats impulsifs et la facilité de crédit. La tentation du tout de suite est alimentée par la publicité et le marketing, mais il faut réfléchir avant d'acheter. Pourquoi, comment et quel est le vrai coût de l'achat? La comparaison avec ses voisins peut être trompeuse. Mieux vaut s'inspirer de ceux qui vivent simplement, sans dette excessive. Il faut aussi anticiper les dépenses futures. Voiture, maison, enfants et leurs coûts cachés, assurance, taxes, entretien. La planification financière prudente, comme le fait de constituer une épargne de précaution, 3 à 6 mois de dépenses, permet de faire face aux imprévus, comme la perte d'emploi. Enfin, pour réduire ses dépenses, il faut aussi optimiser ses coûts, acheter d'occasion, limiter les sorties coûteuses et planifier ses achats pour éviter les dépenses superflues. Consumer Reports propose un rapport comparatif sur le coût de possession de près de 300 véhicules, incluant la dépréciation, l'entretien, l'assurance, carburant, intérêts et taxes, permettant d'évaluer le coût sur 5 à 8 ans. Donc c'est un site en anglais, hein. Concernant la maison, il faut anticiper les grosses dépenses, comme le remplacement de la toiture, la rénovation ou la mise aux normes électriques ou de plomberie, ainsi que les coûts liés à l'assurance et aux taxes, qui peuvent augmenter avec l'âge du bâtiment ou les travaux. Des programmes locaux peuvent t'aider à réduire la taxe foncière. C'est utile de se renseigner à ce propos. Pour les enfants, il faut prévoir un fonds d'épargne dédié aux dépenses imprévues. Couches, soins, activités, frais médicaux, etc. La gestion de la dette est essentielle. La majorité des Américains ont une dette importante, notamment les cartes de crédit, avec un montant moyen supérieur à 9 600 $. Il est crucial de comprendre comment fonctionne le crédit, d'éviter les erreurs sur le rapport de crédit et d'améliorer sa cote en payant à temps, en réduisant ses dettes et en évitant de demander trop de crédit en même temps. Alors, sa cote, le ratio, hein. La différence entre bonne dette, immobilier, études, investissement et mauvaise dette, dépenses superflues, crédit à taux élevé, doit guider vos choix financiers. Des outils en ligne permettent de calculer le coût des crédits, d'évaluer la rentabilité des prêts ou de planifier la réduction de la dette. Enfin, il est important de faire attention aux clauses dans les offres à taux zéro qui peuvent inclure des intérêts rétroactifs ou des frais cachés et de privilégier le paiement anticipé pour économiser sur les intérêts. Utiliser l'équité de votre maison pour financer un achat ou rembourser des dettes peut sembler avantageux, taux d'intérêt généralement plus faible et déductibilité fiscale. Toutefois, en cas de défaut, vous risquez la perte de votre domicile, contrairement aux prêts non garantis comme les cartes de crédit ou les prêts personnels. De même, emprunter sur votre 401(k), donc ça c'est des termes américains, pour rembourser des dettes peut sembler une solution sûre, mais cela met en péril votre avenir financier. Vous perdez des gains potentiels et vous êtes imposé 2 fois, d'abord lors du remboursement et ensuite lors du retrait à la retraite. Il est essentiel de connaître l'état de votre dette en faisant une liste de tous vos emprunts, hypothécaires, auto, étudiants, crédits, etc. La majorité des experts recommandent que les paiements de dette ne dépassent pas la moitié ou idéalement un tiers de vos revenus nets mensuels. Priorisez le remboursement des cartes de crédit car elles ont souvent les taux d'intérêt les plus élevés. Vous pouvez choisir de rembourser d'abord la carte avec le taux le plus élevé ou la plus petite dette selon votre motivation. Évitez de charger de nouvelles dépenses sur votre carte en les mettant dans un tiroir si nécessaire. Pour gérer efficacement votre budget, tenez un tableau ou utilisez des logiciels comme Quicken pour suivre vos revenus et dépenses. La clé, c'est de rester flexible. Ajustez votre budget selon les imprévus ou l'évolution de votre situation. Enfin, cherchez des économies. Comparez les prix, utilisez des coupons, achetez en gros ou en ligne et évitez les frais inutiles comme les découverts ou les frais de maintenance qui sont élevés, qui peuvent être élevés en les consolidant si besoin. Les frais de retard peuvent coûter cher. Chaque facture impayée à temps entraîne des pénalités, généralement de quelques dollars ou euros, mais qui s'accumulent généralement rapidement, représentant des centaines d'euros par an. Par exemple, une seule pénalité donc là on va donner les exemples en dollars, de 39 $ par mois pour une carte de crédit coûte plus de 470 $ par an. Et plusieurs cartes multiplient le coût. De plus, un retard peut faire augmenter considérablement le taux d'intérêt, parfois
jusqu'à 34%, ce qui alourdit encore plus le coût du crédit. À 34%, un emprunt de 1 000 $ peut coûter plus de 10 000 $ en intérêt sur 50 ans, contre seulement 270 $ à 8,9%. Pour éviter ces frais, il est conseillé de payer ses factures en ligne ou par courrier au moins 5 jours avant leur échéance et d'utiliser un calendrier ou une pochette avec des compartiments pour suivre les dates de paiement. Si vous avez des difficultés à payer à temps, ajoutez cet objectif à votre liste de priorités. Concernant l'épargne, la majorité des Américains ne parviennent pas à épargner suffisamment, voire pas du tout. Il est vital de constituer un fonds d'urgence pour faire face aux dépenses imprévues comme réparations, frais médicaux ou perte d'emploi. Même avec un petit montant, comme 10 $ par semaine, on peut accumuler une somme significative sur le long terme. La clé est de commencer, de fixer des priorités et de se payer en premier soi-même, c'est-à-dire d'épargner avant de dépenser. Vous savez, avec les virements automatiques que vous pouvez mettre en place sur votre compte, c'est-à-dire avant de payer quoi que ce soit dans le mois, le premier du mois, hop, il y a automatiquement 50 € qui vont sur votre compte d'épargne, par exemple. Il faut aussi équilibrer le remboursement des dettes et l'épargne, en évitant de vider ses réserves pour des dépenses qui sont non essentielles. Le résumé de la première partie donc, est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose la deuxième partie demain. Je vous mets le lien pour trouver le livre et pour trouver le résumé aussi du livre que je suis en train de vous lire dans la description. À bientôt.